de prêts à disposition donc des 27. Aurélien Duchesne, je le disais, vous avez publié une tribune cette semaine donc pour le journal Le Monde où vous dites que porter l'effort de défense français à 2,5 ou 3% du PIB, c'est plus réaliste qu'il n'y paraît, alors que tout le monde... alors que beaucoup s'accordent à dire que c'est un slogan et qu'en gros la France n'y arrivera pas. Vous pensez que c'est réaliste ? Oui, et encore, j'ai pris la fourchette basse, car d'aucuns citent des montants un peu supérieurs. 5% du PIB, ce qu'a demandé Donald Trump aux Européens, voire 3,5% du PIB, ce qui serait un peu le montant intermédiaire. Pourquoi je parle de 2,5% à 3% du PIB? Parce qu'il y a d'un côté ce qu'on peut atteindre comme effort budgétaire supplémentaire, au regard de la situation de nos finances publiques. Passer de 2% comme aujourd'hui à 3% du PIB à horizon 2030, c'est évidemment extrêmement compliqué, mais il faut aussi prendre en compte autre chose. C'est que si on veut agir de manière souveraine, vous parliez tout à l'heure d'autonomie stratégique européenne, si on veut que ce réarmement, on le fasse en commandant par exemple l'industrie de défense française, et si on veut être cohérent en matière opérationnelle, eh bien aussi, il faut aussi qu'on soit cohérent dans l'effort de défense qu'on fait à horizon 2030. C'est une chose de faire comme les Polonais, de passer à 5% du PIB en dépenses militaires très rapidement en achetant massivement à l'étranger. Si nous, on veut le faire sans sacrifier notre modèle d'armée, on ne peut pas passer à 4% du PIB en 5 ans. Ça, c'est par contre totalement irréaliste. Alors, vous dites que malgré les déficits abyssaux de la France, eh bien, donc c'est non seulement à notre portée, mais en plus, eh bien, ça pourrait booster la croissance du pays. Je vais vous citer, les dépenses militaires sont parmi les plus rentables pour les finances publiques, tant elles générent d'externalités positives au niveau industriel. Davantage de commandes réduisent aussi les coûts unitaires des armements. Alors, c'est vrai qu'on voit les carnets de commandes de Airbus et de Dassault se remplir, finalement, à mesure que tombent les annonces et les plans justement avec des prêts. Mais est-ce que vous pensez autour de la table, puisque c'est l'objet de ce débat, que l'économie de guerre va pousser la croissance ou au contraire l'inflation, Aline Lebay-Crémer ? Oui, parce que de surcroît, il ne s'agit pas d'une économie de guerre, je crois, à la russe. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus effacer tout ce qui est de l'ordre de l'aide sociale, de l'éducation. On ne va pas sabrer dans des postes qui concernent la santé non plus. Donc c'est quand même un gros distinguo. Je pense qu'il faut rappeler, ça c'est important, qu'on ne s'avance pas vers un modèle russe d'économie de guerre absolue où tout... Encore à 40% du PIB. Voilà, exactement. Donc c'est pas exactement la même chose. Je crois qu'il ne faut pas opposer pour rassurer aussi les gens, je crois, parce que je pense très fondamentalement que c'est pas le projet. Il ne s'agit pas d'opposer une industrie qui tend vers le réarmement des pays européens versus les modèles sociaux des uns et des autres. Il ne faut pas les opposer. Non, mais c'est Christine Lagarde, par exemple, la présidente de la BCE, qui a laissé entendre que justement tous ces investissements dans la défense prévus pourraient faire repartir les prix à la hausse. Donc c'est une vraie inquiétude de la BCE. Je ne sais pas pour faire peur aux esprits. J'entends bien, sauf que ce que je veux dire, c'est que ce type de mécanisme, il booste aussi le système industriel, le complexe industriel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une industrie dynamique? Ça veut dire de la création de richesse, ça veut dire aussi plus de rétribution. Donc, ça veut dire c'est une espèce de dynamique qui peut, on verra, mais qui peut aussi être vertueuse. Et exemple quand même très flagrant, dont il a été beaucoup question quand même concernant nos amis, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, ce qu'il en reste américain, je veux dire, l'aide à l'Ukraine, contrairement à tout ce qui a été raconté par ceux qui baignent dans la propagande russe, ça a boosté l'économie, ça a créé des emplois aux États-Unis, ça a redynamisé tout un secteur et ça a créé de la richesse. L'aide militaire à l'Ukraine aux États-Unis, contrairement à ce que beaucoup ont dit, ont créé de la richesse qui a profité à plusieurs États où les industries étaient localisées, et ça, ce sont des faits. Aurélien, vous le rappelez, la France consacre l'équivalent de près de 50% de son PIB aux dépenses publiques, 31% pour les dépenses sociales. Elle a donc, selon vous, les moyens de consacrer 1 ou 2%. Pour vous, ce sont des sacrifices acceptables, si j'en lis votre tribune au journal Le Monde. Absolument, parce qu'au-delà de la question de la soutenabilité budgétaire, il y a l'acceptabilité sociale. Maintenant, quand vous regardez, quand on parle de passer en économie de guerre à 3% du PIB, 3% du PIB, c'était le montant de notre effort de défense nationale à la fin de la guerre froide, dans les années 90. Nous, ce qui a explosé dans les dépenses publiques ces dernières années, ce sont ces dépenses sociales qui, effectivement, atteignent la bagatelle de 31% du PIB. Il y a des arbitrages à faire sans que ce soit, effectivement, beaucoup trop douloureux socialement. Et puis enfin, il y a une dernière chose, quand on évoque, par exemple, l'aspect industriel, c'est que la France se distingue en Europe de tous les autres pays par le fait que nous,
80% des équipements employés de nos armées sont des équipements made in France. Donc la France serait le pays d'Europe qui aurait le plus intérêt au niveau économique. Je pense par exemple à ce qu'avait dit le président dans son discours quand il parle de réindustrialiser les territoires. La France est le pays européen qui profiterait le mieux de cette économie de guerre. Et encore une fois, le terme économie de guerre est vraiment un grand mot par rapport à un effort de défense qui reviendrait au fond uniquement à la normale de ce qu'on avait à la fin de la guerre froide. Richard Verly. Alors, moi, d'abord, je trouve que le raisonnement en pourcentage, il n'est pas très clair. Oui, d'accord. Parlons de milliards. C'est quand même plus simple. Moi, ce serait 100 milliards. En gros, il faut arriver à 100 milliards pour le budget de la défense, alors qu'on est aujourd'hui autour de 60, à peu près. Avec les retraites, on est à 50 on est à peu près autour de 60. Donc, il faut dépenser plus 40 milliards. Alors que déjà, on doit dépenser par an 60 milliards pour la charge de la dette publique. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver 100 milliards. 100 milliards, c'est quand même pas un petit pourcent. 100 milliards, il faut vraiment les trouver. Et j'ajoute que, bien évidemment, fabriquer des armes, ça crée des emplois, ça crée des usines, ça peut redynamiser des territoires. Ça a un avantage et ça a un défaut. L'avantage, et ça Emmanuel Macron l'a dit lors du sommet de Bruxelles récent, c'est que ça va doper l'innovation et la recherche. Parce que les armes nouvelles, elles sont souvent en lien avec des secteurs comme l'intelligence artificielle, dans lesquels l'Europe a absolument besoin de rattraper son retard. Je rappelle que le rapport Draghi dit que là aussi, il faut trouver 800 milliards d'euros par an. Donc vous faites des additions. Par contre, la dépense militaire, elle a quand même un énorme problème. C'est que ce n'est que de la commande publique. C'est pas une dépense privée, c'est pas une dépense, il n'y a pas de consommateur, c'est pas une dépense qui tourne, c'est pas de l'argent que les gens dépensent pour ensuite le réutiliser autrement. La dépense militaire, c'est une dépense publique qui finit dans des arsenaux. Point, en espérant qu'on ne l'utilisera pas. L'histoire a montré que malheureusement, quand on les remplit, les arsenaux, on a tendance à les utiliser un jour. Donc n'oublions pas cet aspect, ça dynamise l'économie, c'est vrai, ça peut créer des emplois, mais c'est pas une dépense comme les autres. Et j'ajoute enfin, ne rêvons pas, pardon Aurélien, c'est que s'il y a une économie de guerre au niveau européen, il faudra que les industriels français de la défense fassent des concessions. Il n'y aura pas que des usines en France, il y aura des usines en Pologne, il y aura des usines en Estonie, il y aura des usines en Allemagne, et on devra répartir ce gâteau, et il n'est pas sûr qu'on ait toujours la cerise et le gâteau. Regardez en direct donc le Premier ministre britannique Keir Starmer qui s'exprime donc pour ce sommet au chevet de l'Ukraine avec 25 dirigeants européens. Si on peut revoir l'image en direct, il était écrit sur son pupitre « Securing Europe ». Et c'est vraiment là, c'est vraiment de ça dont on parle, c'est-à-dire sécuriser le futur de l'Europe. Alors avec cette économie de guerre, quelles armes finalement il faut prioriser? Est-ce que c'est les avions, les frégates, les munitions pour les Ukrainiens aussi? Économie de guerre, pour acheter quoi? Pour fabriquer quoi? Tout d'abord, avant de répondre sur la question des priorités effectivement d'acquisition, juste un mot sur ce qu'on appelle en gros les coûts d'opportunité, c'est-à-dire l'effet d'éviction des dépenses privées par les dépenses militaires. Diverses études montrent qu'en France, pour les dépenses militaires et d'équipement, en réalité, ça profite également au secteur privé. Ce n'est pas le cas pour tous les pays européens, mais pour la France, les dépenses militaires ne dégagent, entre guillemets, pas les opportunités du privé. Maintenant, sur les opportunités, sur les acquisitions prioritaires pour la France, je prends un exemple, ce qu'on appelle les feux de la profondeur. Ce qu'on a beaucoup vu pendant la guerre d'Ukraine avec l'exemple des fameux HIMARS qui permettent de frapper loin derrière les lignes ennemies. Nous, l'objectif aujourd'hui de la France à horizon 2030, c'est d'en avoir 13. Alors que divers rapports montrent qu'il en faudrait plutôt plusieurs dizaines. De la même manière, au niveau français, par exemple, le ministre des Armées a cité le fait qu'il nous manquerait une trentaine d'avions de combat Rafale pour faire des missions d'aujourd'hui. Là, je ne parle même pas du scénario d'une guerre de haute intensité, je parle du fait de pouvoir couvrir tous nos besoins. Et puis il y a enfin au niveau européen quelque chose où la France est en avance sur le reste du continent, c'est que les troupes, il faut pouvoir les projeter avec des moyens de transport lourds, par exemple. Ça manque à la quasi-totalité des pays européens et ça nous rend dépendants, bien sûr, des Américains. Et de l'autre côté de l'écran, justement, dans cette réunion virtuelle, donc Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Aline Baykramer, évidemment, vous allez réagir à ce que venait de dire Aurélien Duchesne, mais juste un mot sur cette image, quand même, de voir effectivement l'Europe se mettre en ordre de bataille.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'historique ces derniers jours, surtout ces images, toutes ces réunions. Ce sont des messages qui sont envoyés à Washington, au Kremlin. Donc il y a quelque chose, on l'espère, de très rapidement concret en matière d'aide et de livraison d'armement. Mais c'est éminemment politique, éminemment symbolique, éminemment important. Et c'est quelque chose qui est... D'ailleurs, ça a été dit ce matin, le message, c'est nous ne reculerons pas, nous continuerons aussi d'aider l'Ukraine. Et sur l'aide en Ukraine, si on en prend très concrètement ce qui commence à sortir de toutes ces réunions, les commandes et les besoins, c'est des obus, c'est des missiles et c'est des systèmes de défense aérien. On parle notamment de commandes de, je crois, 200 missiles de systèmes qui seraient... qui concernent en fait l'Europe, mais... Il y a quand même là-dessous la question de l'aide à l'Ukraine, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est partagé par tout le monde et dont tout le monde est à peu près convaincu, c'est que l'Ukraine, en ce moment, elle participe à l'architecture de sécurité européenne. Donc en gros, aider, armer l'Ukraine, ça fait partie de la stratégie. Ça fait partie du sens de l'histoire. Voilà, et de l'Europe. En fait, quand on parle de défense européenne, là où ça se joue en ce moment très concrètement, c'est en Ukraine. Donc ce qui est en train de sortir, ça correspond à ce que réclament les Ukrainiens désespérément, et les urgences absolue, ce sont les questions de défense aérienne et les questions d'obus. Arlette Chabot, justement, un mot sur ces images et cette architecture, Aline Lebay-Kramer le disait, qui est en train de se mettre en place de résistance, de nouvelles coalitions finalement. Oui, alors ce qui est très important dans les images, c'est-à-dire que la diplomatie maintenant, ou les discussions, c'est en direct. C'est Vladimir Poutine, Donald Trump, Vladimir Poutine. On a tout. Alors, il y a des négociations secrètes derrière. Bien sûr. Reste à savoir ce qu'on se dit quand on se voit et ce qu'ils discutent entre eux. Mais il y a une volonté affichée. On suit en direct, effectivement, les événements. Et là, et bien entendu, s'il y a des images, c'est pour montrer, bien entendu, que cette Europe essaye d'avancer, de construire, que c'est bien du franco-britannique, encore une fois, qui est à la tête des deux pays qui ont des armées capables, effectivement, d'intervenir sur le terrain. Donc tout ça est une mise en scène, et c'est pas péjoratif pour le coup, parce que c'est pas le bureau ovale en permanence non-stop avec les déclarations de Donald Trump. On n'est pas dans la télé-réalité, on est dans aussi la préparation psychologique des opinions. On ne veut pas dire à la fois on va augmenter le budget de la défense, parce que je suis désolée, mais ça veut dire qu'il faudra sacrifier d'autres sujets. On ne va pas en reparler, mais ça veut dire demander aux Français des efforts ou des sacrifices. Ça passe pas très très bien, évidemment, dans la tête des gens. En revanche, là, préparer les opinions à ce qui pourrait être demain la création d'une force multinationale qui garantirait la paix. Donc ça, c'est vraiment le conditionnement et la préparation psychologique. Oui, on voit bien que sur ces images, il y a à peu près deux choses qui se jouent. D'abord, travailler la force de sécurisation d'un très éventuel accord de paix dans le cas d'un éventuel cessez-le-feu. On est en train d'en discuter. En gros, qui commande, avec qui, pour faire quoi, quel bataillon en Europe est situé où en Ukraine. Et puis deux, on en a parlé ici, armer l'Ukraine pour pas qu'elle arrive tout à fait nue à la table des négociations. Donc on voit bien que l'Ukraine, elle compte sur les Européens, mais pourquoi, Richard Verly, l'Europe, elle doit aussi absolument compter sur l'Ukraine? Pourquoi est-ce que pour l'Europe, l'Ukraine fait partie de la solution, et en quoi ces images en sont l'illustration? Pour trois raisons. D'abord, la géographie. L'Ukraine est de facto le bouclier. Si l'on considère que la Russie est la menace principale avec son allié biélorusse, le pays qui est, je dirais, le bouclier naturel, c'est l'Ukraine. Et en plus, deuxième raison, c'est un bouclier qui a démontré sa capacité à jouer ce rôle, puisqu'aujourd'hui, on peut dire que l'armée ukrainienne est quasiment la première armée d'Europe. Donc c'est très logique d'investir. Donc on en a besoin. On en a absolument besoin, si l'on considère, encore une fois, que la menace russe va perdurer. Ce qui est mon avis, ce qui est l'avis de beaucoup d'experts, mais je rappelle quand même qu'il y a des gens qui ne pensent pas ça. Et enfin, troisième raison, et ça c'est très important, c'est le savoir-faire. L'armée ukrainienne a acquis dans un certain nombre de domaines un savoir-faire militaire, je parle sous le contrôle d'Aurélien, je pense notamment aux drones. Oui. C'est une armée qui combat depuis 3 ans, et c'est une armée qui peut donc non pas servir de modèle, mais en tout cas donner un certain nombre de leçons ou d'exemples à des armées européennes qui, elles, auront la capacité industrielle. Dans ce que dit Richard Verly, c'est vrai, il faut faire attention à ne pas, si vous voulez, préparer dans l'effort de guerre qu'on va fournir, si vous voulez, préparer à se battre avec, on va dire, les équipements de la guerre d'hier. On a parlé des drones, je crois que c'est
aussi la priorité du ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui explique à quel point si on va vers cet effort de guerre et les milliards qu'il faut trouver, ça va évidemment être dans la dronisation, dans l'intelligence artificielle et dans la nécessité, si vous voulez, notamment on le voit en Ukraine, avec de s'équiper de matériel de brouillage, parce que 4 drones sur 5, si vous voulez, russes qui arrivent en Ukraine, arrivent à être paralysés grâce au brouillage. Par rapport juste à tout ce qui a été dit, je ne veux pas jouer le rabat-joie de service, mais j'aimerais quand même qu'on soit vigilant par rapport à nos vieilles marottes et dans les capacités qu'on a à s'enfermer, à retomber dans nos vieux travers. Déjà, en effet, on parle beaucoup du chiffre de 800 milliards, on n'en a que 150 milliards qui, pour l'instant, sont réellement verrouillés. Ensuite, quand on parle de décisions européennes, etc., je rappelle que pour l'instant, il y a une véritable bataille au Parlement européen pour essayer de savoir, si vous voulez, si on va réussir à imposer la commande européenne et française. J'espère, bien sûr, qu'on va y arriver. Ensuite, quand on parle de partenariat stratégique, j'aimerais quand même rappeler 2 choses. Quand on parle, rappelez-vous, du fameux char allemand-français, c'est en train d'être embourbé dans des discussions totalement lunaires, parce que les Allemands vous expliquent que la tourelle est super, mais les Français rappellent que la tourelle du Charles Leclerc est beaucoup plus performante. Donc, quid, si vous voulez, de ces discussions. Et on a appris, notamment dans un excellent dossier dans Marianne cette semaine, à quel point le char français, le fameux Jaguar, le fameux blindé français, si vous voulez, a acquis un retard absolument phénoménal. Ça nous coûte 5 millions d'euros. Et je termine sur ça. Cette semaine, il s'est passé une petite actualité sous les radars qui n'est pas des moindres. Alors qu'on parle d'économie de guerre, alors qu'on parle de prise de conscience, on a le 440 ESG, qui est un indice assez singulier pour parler d'environnement, de politique, etc., qui a, sous, en réalité, pression d'un cabinet de conseil américain, décidé d'exclure temporairement 3 entreprises américaines, à savoir Thales, Airbus, Française, ouais. 3 entreprises françaises. Merci de me corriger, en effet. 3 entreprises françaises qui participent fortement à cet effort de guerre, à savoir Airbus, Thales et Dassault. Et ils ont évidemment reculé sur cette décision grâce à la pression journalistique, politique et de l'opinion publique. Mais vous voyez à quel point, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il va falloir être absolument extrêmement vigilant quant à toutes les décisions qu'on prend, parce qu'on ne peut pas se permettre de retomber dans les vieux travers, si vous voulez, d'abandonner des projets stratégiques, de tomber dans les vieilles disputes entre pays européens et de se permettre de déléguer des choses stratégiques, comme on l'a vu une fois plus avec les entreprises et le CAC 40 ESG. Et ce qui est stratégique pour vous, Aurélien Duchesne, c'est donc de doubler, voire de tripler l'effort sur les drones, qui totalise à peine 5 milliards d'euros sur 7 ans. L'enjeu aussi, c'est d'augmenter l'intelligence artificielle. C'est une bataille aussi. Et autre bataille que vous ciblez dans le journal Le Monde, c'est le fait que la France ne produit pas de chars de combat et qu'elle ne prévoit pas d'en acquérir. Et donc, vous misez sur une solution souveraine avec donc le MBT. Alors le MBT, ça rejoint ce que disait Mathilde Lédo à l'instant. Il s'agit d'avoir un programme intermédiaire. Pourquoi ? Parce que le fameux programme de chars franco-allemand, c'est pas avant l'horizon 2040 au minimum, voire 2045. On risque d'en avoir besoin avant. Et avant même cela, quand bien même le scénario du pire ne se concrétise pas, il y a la question de la survie d'une filière française des chars. Parce que d'ici 2040, ça fait par exemple des marchés à l'exportation qui ne seront pas couverts, ça fait des pertes de compétences techniques. Si vous produisez plus de chars depuis 2008 et que vous attendez 2040 pour le refaire, il y a un moment où on perdra des capacités. Le MBT, par exemple, et là ça rejoint aussi ce que disait Richard Verly, ce sera une autre expérience cette fois de donnant-donnant pour l'industrie française. Car évidemment, nous Français, on a beau jeu de dire au reste de l'Europe, vous voyez, nous avions raison depuis le début sur l'autonomie stratégique européenne, sur l'indépendance par rapport aux États-Unis. Sauf que, nous, le MBT, par exemple, ça c'est un enjeu de coopération franco-allemande à tester dès les prochaines années, à très court terme, parce que c'est un char qui aurait une tourelle d'un char français et un châssis d'un char allemand. Je n'entre pas dans le détail, mais ce serait une preuve pour la France que vis-à-vis de l'Europe, on est capable de dire, on sait que l'Europe, ce n'est pas juste un grand marché pour les Rafales ou les Césars français, et qu'on est prêt, nous, à mettre de l'eau dans notre vin.